Donc comment ne pas commencer ce Tech for Future avec le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Et donc Bruno Bonnel, puisque vous êtes secrétaire général pour l'investissement de France 2030, vous êtes l'un des carnets de chèques, si je puis dire, du secteur de l'écosystème tech. Vous avez eu 54 milliards d'euros à investir, il en reste à peu près... On a investi 38 à date, donc il en reste une quinzaine. Allez, une quinzaine, et évidemment d'autres perspectives, puisque comme ça a été dit au sommet IA, il va y avoir d'autres investissements. Vous allez nous préciser votre rôle, mais peut-être première réaction, et on va en parler ensuite avec Sylvain, sur les questions budgétaires. Vous avez un rendez-vous dans quelques minutes, alors on a de la chance de vous avoir. Je crois que vous voyez le ministre des Finances pour parler évidemment de la suite de ce que je viens de dire. Peut-être votre première réaction sur ces 2 mois un peu fous qu'on vient de vivre avec Donald Trump, cette alliance incroyable entre la Silicon Valley et la Maison Blanche, cette impression même d'un McCarthyisme 3.0 ou 4.0, je ne sais pas combien. Et qu'est-ce que ça vous avez l'impression qu'il y a une volonté de domination, ça va être un peu le sujet de cette journée, une domination sans partage de la tech américaine, et comment est-ce qu'on doit réagir, est-ce qu'on doit se réveiller? Bonjour à tous. En fait, je regarde ça d'un petit peu plus loin parce qu'on le voit venir depuis longtemps et je ne voudrais pas qu'on pense que c'est le phénomène Donald Trump qui est le phénomène initial de tout ça. Ça fait un grand moment qu'on s'aperçoit que la bataille aux États-Unis, elle va se jouer sur ce que j'appellerais la dérégulation. Et le fait que Donald Trump arrive au pouvoir avec un certain nombre de soutien effectivement de la tech pousse vraiment à cette dérégulation qui probablement va avoir une conséquence importante sur la créativité technologique des États-Unis. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de reprendre de l'avance. Les États-Unis sont inquiets de voir que la Chine, avec les investissements pérennes et déterminés qu'ils font depuis des dizaines d'années, commence à avoir plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis, plus de neurochirurgiens qu'aux États-Unis, plus de spécialistes de l'IA. Une IA moins chère. Voilà, une IA beaucoup moins... Oui, mais l'IA beaucoup moins chère, elle est presque politique. C'est de se dire finalement, l'IA doit devenir une commodité et du coup, ils veulent retrouver cette avance. Et ils passent par la dérégulation absolue. Donc moi, je pense qu'on va arriver dans un monde où du côté de l'Ouest, c'est-à-dire américain, on peut s'attendre à une énorme dérégulation qui va continuer et qui est profonde. Donc ça veut dire attention aux mad scientists, attention à l'éthique dans tout ça, parce que ça peut nous amener dans des territoires qui sont vraiment inconnus. Neuralink n'étant qu'un exemple sympathique de ce qui pourrait arriver demain, dans tout ce qu'on pourrait appeler la cybernétique, mais également dans la biologie, dans les sciences du vivant. Il faut faire attention. Et de l'autre côté, par contre, on a une machine chinoise qui est excessivement bien réglée et qui a un objectif simple. Tout ce qui va se compter en milliards d'unités dans le monde doit être fabriqué en Chine. Donc ça veut dire les voitures, les écrans, les machines à laver, you name it, les téléphones. Donc ça veut dire que cette machine va chercher avec l'IA, au contraire, à optimiser ses marges, à être de plus en plus compétitive, à un point où ça va devenir difficile même d'y accéder. Donc la clé pour l'Europe est importante, savoir de quelle dépendance on va dépendre, je me répète. Est-ce que c'est la technologie tous azimuts parce que finalement c'est cool ou parce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est une production dans laquelle on n'arrivera pas à s'aligner? D'où les angoisses sur la désindustrialisation. C'est comme ça que moi je vois les problèmes de souveraineté. Alors l'élection de Donald Trump a aussi fait effet d'une douche froide pour l'Europe, qui a soudainement compris que les États-Unis ne sont pas forcément des alliés à la fois fiables et pérennes et que ça peut bouger. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un petit peu un réveil sur la notion de souveraineté numérique européenne, c'est-à-dire le thème de la journée. Vous pilotez le plan d'investissement de la France. Est-ce que cette nouvelle donne géopolitique vous amène à repenser les priorités stratégiques de France 2030? En quoi ça vous impacte? En quoi ça change le financement éventuel de certaines stratégies que vous avez? Vous savez, on devrait être assez fiers de la vision de ce plan. J'en suis pas à l'origine, c'est tout un ensemble de personnes qui l'ont pensé. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Parce que quand vous réfléchissez en 2020, quand ça commence à germer dans la tête du président et de toute l'équipe qui est autour de lui, pour une présentation en 2021, de quoi on parle? On parle de la qualité de la vie physiologique, l'air, l'eau, la santé, l'alimentation, la qualité de la vie psychologique, la sécurité, l'éducation, la culture, et de la souveraineté, et notamment la souveraineté énergétique. Donc en fait, repenser les objectifs du plan France 2030, ça serait faire l'erreur de commencer à freiner d'une façon émotionnelle par rapport à ce qui se passe. Au contraire, il faut qu'on renforce ces objectifs, parce que ce que je viens de vous présenter comme schéma directeur a des conséquences dans toutes les technologies qu'on soutient aujourd'hui, qui sont fondamentalement deux piliers
notre fameux modèle social, notre qualité de vie et notre absolue nécessité d'être souverain dans pas mal de domaines. Mais il y a quand même une nouvelle donne qui est l'impératif pour l'Europe de financer sa défense, notamment face à l'allié américain qui se retire notamment de l'Ukraine. Et tout ça, ça mobilise de l'argent. Donc comment est-ce qu'on jongle dans un contexte budgétaire qui est quand même très serré? On a vu que France 2030 a perdu 535 millions, je crois, dans le budget de 2025. Comment est-ce qu'on jongle avec cette équation et le nouvel impératif de financer la défense dans les priorités d'investissement également? Bon, d'abord, on n'a pas perdu 530, on a décalé, et c'est pour ça que j'ai annoncé que le plan allait être décalé d'une année, c'est-à-dire qu'on a décalé les crédits de paiement, c'est-à-dire la trésorerie, d'une année, mais les 54 milliards du plan initial sont toujours là, et ils sont toujours immuables, puisqu'il faudrait une nouvelle loi pour les changer. Et on n'en est pas là. Vous voyez les difficultés qu'on a à placer des lois à chaque fois à l'Assemblée nationale. Mais comment est-ce qu'on jongle? Déjà, ça fait, depuis le début, on a 25% de notre plan qui est en dualité. Quand on travaille sur la cybersécurité, quand on travaille sur l'exploration et la gestion des fonds marins pour les câbles, quand on travaille sur les nouveaux vaccins hyper réactifs en cas d'attaque, de menace épidémiologique, mais aussi en cas éventuellement d'attaque NBC, on est bien dans la dualité. Donc c'est 10 milliards sur les 38 milliards déjà engagés, qui sont déjà engagés dans ce qu'on appellerait une défense face à des menaces. On n'a pas d'action directe dans France 2030 sur les armes, par exemple. On ne fait pas ça. Ça ne fait pas partie du deal initial. La République étant bien rangée, que l'innovation continue là-dedans, surtout que la menace est beaucoup plus globale et diversifiée que simplement fabriquer des canons. Il faut peut-être le faire, ça c'est pas mon expertise, mais je sais qu'ailleurs, il faut vraiment gérer par l'IA, par la cyber, etc., beaucoup de menaces qui sont parallèles. Alors sur l'IA, justement, au sommet pour l'action, on entendra Anne Bouvreau qui est là ce matin tout à l'heure, mais vous avez donc annoncé un plan de 5 milliards supplémentaires pour l'intelligence artificielle. Alors concrètement, effectivement, comment est-ce que ça va être investi? Quelles vont être vos priorités? Il y a pas mal de start-up. De toute façon, aujourd'hui, quand vous voulez lever des fonds, il faut mettre le mot magique IA quelque part. Qu'est-ce qui va aujourd'hui finalement être fléché? Est-ce que ça va aller que vers les gros ou est-ce que ça va également pouvoir concerner et être drainé vers les petits projets, faire émerger, j'allais dire, les fameuses sans fleurs? Écoutez, France 2030 à date, c'est vraiment des chiffres tout frais, c'est 61% vers les PME, TPE, ETI, c'est 19% vers les grandes entreprises, et le sol, c'est les institutionnels et les centres de recherche. Donc il faut quand même... Déjà une attention très forte. Mais voilà, il faut tuer un mythe. France 2030, c'est d'abord et avant tout, et en grande majorité, au service des chercheurs et des structures qu'on appelle émergentes. Et effectivement, il y a une partie pour les plus grandes entreprises dont nous avons aussi besoin. Hein, c'est pas tout est blanc ou tout est noir. La deuxième chose, c'est que ce plan de 5 milliards, en fait, il s'inclut dans ce qu'on appelle convergence IA chez nous. Convergence IA, ça veut dire que c'est pas l'IA juste en développement pure play d'un algorithme ou d'un LLM ou que sais-je. C'est vraiment comment on va rendre ce pays dans la prochaine décennie, comment on va rendre ce pays IA natif, c'est-à-dire que les projets d'innovation doivent intégrer l'IA. Et en fait, on a donné une priorité, on a préféré rentrer dans cette logique, donner des priorités dans n'importe quel secteur, que ce soit le nucléaire, que ce soit les sciences de la vie, que ce soit la cyber, le quantique, que sais-je. On veut voir le pourcentage d'IA qu'il y a dans chaque projet et vraiment en faire un critère discriminant de sélection. Alors, justement, là, vous parlez d'un essaimage de l'argent dans énormément de projets et beaucoup de petites structures. Est-ce que c'est toujours une stratégie qui est aussi pertinente qu'elle l'a été dans ce nouveau contexte, justement, géopolitique? Est-ce que le plan n'est pas sous-dimensionné par rapport aux enjeux de souveraineté qu'on a? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt choisir des verticales stratégiques et tout miser dessus? Par exemple, on voit par exemple aujourd'hui que Mistral, qui est le champion français, est financé par des fonds américains, Microsoft est à son capital. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, justement, d'avoir le géant français de l'IA qui est à ce point financé par des Américains? Et est-ce qu'on est capable, avec France 2030, d'aller trouver le nouveau Mistral et de le financer pour qu'il ait des fonds et une vraie souveraineté financière européenne? Des nouveaux Mistral, on en a tous les jours. Hein. Faut quand même être clair. Simplement, vous ne les voyez pas encore parce que, par définition, ils sont à un stade de développement où ils sont sous les radars. C'est vrai que quand une société perce, ça y est, on dit c'est formidable. Mais France 2030, c'est 8500 bénéficiaires, autour de 7500 projets
dans toute la France et les Outre-mer. Vous l'avez précisé tout à l'heure, vous avez raison, parce qu'il ne faut pas les oublier. Je crois que cette dynamique, elle est réelle. Alors après, il y a la question de savoir à quel moment l'État s'arrête et à quel moment le relais doit être pris par les capitaux privés. Moi, je profite de chaque tribune que j'ai, donc ça va être mon moment de 15 secondes pour dire on a un déficit de capitaux privés sur l'innovation en France qui explique beaucoup des problèmes des startups qui préfèrent aller chercher les capitaux privés sur d'autres territoires. Alors, dans ce sens-là, l'annonce de Trump, ça va peut-être refroidir quelques ardeurs, mais j'en doute. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce besoin de dérégulation va être au contraire qu'il va y avoir une agressivité de capitaux américains qui va être encore plus importante. Et la tentation va être forte de dire, finalement, pour aller plus vite, je vais aller les chercher. Mais il y a un moment donné où l'État ne peut pas être le seul à croire dans son innovation, dans l'innovation dans le pays. Et je pense que la part que fait l'État aujourd'hui, pour bonne partie, est une compensation au fait que le capital privé n'est pas là. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de regarder ça comme disant mais que fait l'État par rapport à ça? L'État fait énormément en accompagnement financier, en accompagnement bancaire avec la BPI, en accompagnement extra-financier avec un environnement où je continue à dire, et j'en ai créé dans à peu près une vingtaine de pays des entreprises, c'est quand même le paradis de la création d'entreprises, la France, pour son environnement. Et on ne peut pas par contre avoir l'État qui est le seul à y croire. Il faut vraiment déclencher, et je parle là du CID et de la série A, hein, je ne suis même pas encore après un petit peu plus loin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à répéter. On ne peut pas gagner cette compétition internationale avec un État. Ou alors, ça veut dire qu'on est dans un pays qui n'est pas dans nos normes de libéralité, on est ailleurs. Mais en tout cas, on ne peut pas... Sinon, France 2030 serait actuellement le propriétaire de toutes les start-up, sans exception, que nous soutenons. Si on faisait ça en capital, par exemple, parce qu'on serait les seuls à apporter, ce qui n'est absolument pas la philosophie. Alors, ce débat, on le voit également dans le secteur de la défense. On vient d'entendre, BPI va lancer un fonds qui pourra même s'adresser au grand public. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir effectivement un relais du privé? Est-ce que vous attendez l'application du fameux rapport Draghi, cette union des marchés de capitaux? Est-ce que ce relais, il est quand même très tardif? Est-ce qu'il faut que l'Europe, là-dessus, se réveille aussi? Parce que ça ne dépend pas que de la France, ça dépend de Bruxelles. Alors, on en parle beaucoup, mais on n'agit pas énormément. Si on veut faire émerger des big tech européens, il faut des capitaux européens. C'est ça ce message qu'il faut marteler. Mais je le martèle et vous avez raison, il faut absolument que l'Europe réagisse. L'Europe, elle se construit autour de deux sujets généralement. Hein. Soit un grand projet, Jean Monnet, hein, on va faire un grand projet, soit une grande menace. On est dans une grande menace. Donc c'est le moment au contraire où il faut que l'Europe se serre les coudes et le tri va se faire relativement naturellement. Les pays qui ne veulent pas jouer le jeu, bon, à un moment donné, il y aura des décisions politiques. C'est pas mon rôle ni de le dire ni de le faire, mais il y aura des décisions politiques à savoir à combien on fait une Europe qui a envie de rester dans ses valeurs, avec un S et non pas juste dans la valeur, dans son éthique, dans une logique justement de modèles sociaux qui sont millénaires par rapport à d'autres qui sont centenaires. Et je pense qu'il y a une logique à un moment donné à passer à l'échelle de l'Europe. Mais encore une fois, peut-être que la menace n'est pas encore assez forte. Vous financez beaucoup de laboratoires. On parle beaucoup en ce moment de la science aux États-Unis qui est remise en cause dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas compatibles avec l'idéologie au pouvoir actuellement. Je pense au climat, je pense à la santé, un certain nombre de secteurs comme cela. Est-ce que, alors souvent on dit il faut les faire venir chez nous, mais c'est pas les mêmes revenus, c'est pas les mêmes salaires. Enfin, évidemment, les chercheurs américains, c'est pourquoi il y a eu une fuite des cerveaux, c'est parce qu'ils allaient chercher et des moyens pour chercher et des salaires qui étaient plus élevés. Est-ce qu'il faut là-dessus, là aussi, on change de paradigme? Et pour faire venir des chercheurs américains qui voudraient venir chez nous, est-ce qu'on pourrait utiliser, est-ce que France 2030, vous regardez ça par exemple? Bon, évidemment qu'on a envie que des chercheurs aient un endroit où la qualité de la vie et la liberté d'expression leur permettent d'être confortables. Il y a eu beaucoup ce débat de savoir est-ce qu'on achète les chercheurs ou est-ce qu'on attire les chercheurs. Moi, je pense qu'il faut un mélange, surtout où on dit en tout cas, on a été constant en France sur cette qualité d'environnement, cette liberté de recherche, cette philosophie des chercheurs, en complément, évidemment, de certains moyens dont ils ont besoin, surtout dans les sciences avancées technologiques. Je veux pas faire des annonces qui sont un peu préliminaires, mais effectivement, il y a une réflexion profonde sur comment... Vous regardez?
Ben, évidemment qu'on regarde. Et il y a une réflexion profonde pour savoir comment et quel type de chercheurs on pourrait accueillir en France et d'une façon générale en Europe. Parce que... Mais ça pourrait être quoi? Un fonds Welcome to American Scientists? Ça sera ce que ça sera et ça sera prochainement annoncé. Prochainement, c'est-à-dire? Ben, vous verrez. Bientôt. Ce sera au menu de la réunion ministérielle du 10 avril avec le Premier ministre sur France 2030? Ça fait partie du menu, ouais. Ça fait partie du menu, ouais. D'accord. Voilà. Alors justement sur le France 2030, puisqu'on peut y revenir, il y a plusieurs volets dans ce plan et l'un des objectifs affichés c'était la réindustrialisation du pays. Or on voit aujourd'hui quand on regarde les chiffres, on voit que le compte n'y est pas encore, il y a toujours plus de destruction d'emplois dans les usines que de création, toujours plus de destruction d'usines que de création de nouvelles usines. Donc est-ce qu'il faut lâcher l'industrie traditionnelle et se concentrer sur les industries stratégiques et les nouvelles industries? Ou alors, comment on doit aborder cette question de la réindustrialisation qui aujourd'hui, on voit que le compte n'y est pas, quoi. Il ne faut pas dire ça. Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement. Il ne faut pas dire le compte n'y est pas parce qu'on parle de femmes et d'hommes. On parle de gens qui ont travaillé pendant des années à certains métiers. Et l'aventure fait que... Moi, j'ai été chef d'entreprise. Et une chose que je sais, c'est que l'entreprise, c'est un organisme vivant. Et on l'oublie toujours. On réduit toujours l'entreprise à son compte d'exploitation. C'est comme si on vous regardait avec votre squelette aux rayons X. Et on n'aurait aucune idée de la couleur de vos yeux, de votre forme de cheveux, etc., etc. Donc une entreprise, par définition, c'est vivant. Et ça vit donc dans un environnement qui est par définition hostile, parce qu'il a des concurrents, parce qu'il y a des événements. Moi, par exemple, Infogrames, j'ai pris le 11 septembre dans la gueule. J'allais très bien jusqu'au jour où il y a un avion qui est rentré dans une tour, qui a fait décrocher tellement mon cours de bourse que ça a été déstabilisant pour toute l'entreprise et elle est partie. Quelque chose qui était imprévisible le 10 septembre au soir. Je signais un contrat le 10 septembre au soir, à 9h du matin à New York, il y a un avion qui est tombé dans une tour et c'est parti. Une entreprise, c'est fragile. Faire croire à des jeunes start-upers qu'une entreprise, c'est finalement, on met des colonnes dans des chiffres et puis ça va bien et puis on la revend puis on en refait une autre, c'est négliger tout ce qui en fait la beauté. Et moi, je serai toujours un défenseur de l'entreprise. Maintenant, la réalité, c'est que nous sommes dans un monde en profonde mutation. Les entreprises qui ne sont pas capables, pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons de vision, des raisons de personnel, des raisons syndicales, que sais-je, qui ne sont pas capables d'opérer cette mutation, malheureusement, elles subiront un sort funeste. Donc notre boulot en tant qu'État, c'est faire deux choses. D'abord, mettre à disposition de la formation pour tous les gens qui y travaillent, pour qu'ils puissent sauter dans le prochain wagon. C'est ce qu'on fait avec le plan Compétences et métiers d'avenir. On a mis 1,8 milliard sur la table, ouvert 160 centres de formation dans l'hydrogène, le nucléaire, la bioproduction, la nouvelle agriculture, tous les nouveaux métiers, les chips, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour que ces gens puissent se reconvertir. Je donne un exemple, on forme plus de 10 000 personnes qui étaient des motoristes vers la véhicule électrique en ce moment. On forme des gens qui avaient complètement décroché de l'emploi à devenir des réparateurs de vélos, parce qu'il y a des besoins en France, aussi bizarre que ça paraisse, surtout à Paris, de centres de réparation de vélos. Il manque à peu près 5000 personnes dans ces métiers-là, etc., etc. Ça, c'est le rôle de l'État. Le deuxième, c'est de soutenir, justement, vous l'avez dit, les nouveaux Mistral. C'est-à-dire de dire, il faut surinvestir dans les nouvelles entreprises. Et ça, c'est le plan Première Usine. Et ça, c'est tout ce qu'on fait à coût de milliards pour soutenir ces nouveaux développements. Donc, je reviens à votre histoire du compte. Moi, je n'aime pas cette stat, mais je l'aime vraiment pas, qui compare les ouvertures et les fermetures d'usines. Pas parce que je m'en défausse, parce que je pense que c'est les choux et les carottes. On ne compare pas le nombre de choux moins le nombre de carottes. Sauf qu'on doit faire une espèce de soupe orientée politiquement. La réalité, c'est qu'on a des super boîtes qui se montent, on a une augmentation des boîtes qui se montent, on a un retour de l'usine et de l'atelier, ça c'est une réalité. Et puis on a malheureusement des secteurs industriels en grande crise qui poussent à des situations difficiles pour les boîtes. Encore une fois, qu'on ne me méprenne pas, c'est pas je les laisse tomber. Je dis ceux-là, il faut aller les chercher, il faut les former parce qu'ils ont du savoir-être, ils ont de la compétence. Et la grande erreur de la désindustrialisation, ça a été de les balancer avec l'eau du bain et du coup à se reposer des problèmes après de dire comment on va retrouver des armées de personnes pour les autres. J'aurais terminé cette conversation parce qu'on arrive au bout malheureusement, mais peut-être par reposer la problématique qui est celle d'aujourd'hui de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Parce que la souveraineté, est-ce que c'est être bon dans tout? Parce que la France doit essayer d'être souveraine. Et donc, il y a ce problème, effectivement, de savoir est-ce qu'elle doit être plus focus ou est-ce qu'elle s'éparpille un peu, quitte à, effectivement, ne pas atteindre tous ses objectifs. On a souvent ce débat.
Est-ce qu'il faut une souveraineté à l'échelle européenne? Et donc, je prends l'exemple du quantique, par exemple. On est bon dans le quantique, mais est-ce qu'on est bon tout seul ou est-ce qu'on sera bon avec les Allemands ou avec d'autres chercheurs? Comment est-ce que, au niveau de France 2030 et au niveau de ce pilotage finalement fin qui est fait maintenant des projets d'avenir, on pourrait essayer d'aller vers de nouvelles alliances? On parle beaucoup de nouveaux Airbus dans le nucléaire, dans l'énergie, l'hydrogène, vous l'avez cité, le quantique, l'IA. Est-ce que la souveraineté, il faut peut-être la redéfinir au niveau européen? Alors c'est toujours dangereux de parler de souveraineté européenne parce que tout de suite vous levez des drapeaux nationaux qui sont compliqués. Mais ceci dit, vous avez raison. Il y a des défis technologiques qui sont continentaux. L'espace est un défi continental. D'ailleurs, on avait première fusée privée allemande qui vient de décoller. Bon, on n'a pas réussi à aller au bout. Oui, mais nous aussi on en a. Vous savez, on en soutient 4. Elles auront les mêmes problèmes. Et on dira, ah ça y est, elle n'a pas décollé. Je pense que Musk, de tête, ils en ont fait décoller il en a planté pas mal. Oui. Ouais, une dizaine avant qu'elle décolle. Donc c'est pas très grave tout ça. Le plus important, c'est de comprendre qu'il faut aller dans cette souveraineté en position, non pas de force, mais d'égalité. Donc c'est pour ça que les Allemands se mettent à travailler sur les lanceurs, les Français travaillent sur les lanceurs, les Italiens travaillent sur les lanceurs, et à un moment donné, il n'y aura pas assez de zéros dans les pays. Donc, comme il faudra rajouter un zéro, on se retrouvera autour d'une table, non pas avec des règles stupides, parce qu'il y a des règles stupides quand même. Par exemple, le retour à chaque pays qui investit dans un projet européen peut être une règle stupide. Parce qu'il y a des petits pays qui n'ont pas besoin de faire la coiffe de l'Airbus, parce qu'ils ont mis 100 000 balles dans le projet de l'Ariane 6. Alors qu'à l'inverse, ils vont bénéficier de la coiffe de l'Ariane parce qu'ils ont fait ça. À l'inverse, ils vont bénéficier de l'Ariane 6 parce qu'ils vont lancer un satellite grâce à ça. Donc il faut trouver des règles communautaires qui soient plus efficaces, qui soient moins comptables, plus stratégiques. Et effectivement, on pourra parler en tout cas de souveraineté technologique qui, à mon avis, est à l'échelle du continent. Donc c'est peut-être l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.